Ça y est. The floor is yours. Yes, welcome, everybody. Écoutez, je suis vraiment ravie pour cette nouvelle session, d'autant plus que je retrouve des visages familiers. Bon, Alicia, je vais faire connaissance, donc je vais écouter avec beaucoup d'attention, mais je suis vraiment ravie de commencer ce premier webinaire pour cette session avec Nadine, avec qui nous travaillons depuis des années sur le thème qui va être présenté, sur l'innovation sociale. Je te laisserai compléter. Et je suis ravie également de retrouver Armel, avec qui Moi aussi. nous avons eu l'occasion de sillonner quelques villes d'Europe pour porter la bonne parole sur l'innovation sociale. Alors, ce que j'aimerais surtout vous rappeler, puisqu'on ne s'est pas vu depuis quelque temps, c'est qu'Alterlab, c'est un think tank qui est récent, puisqu'il a été lancé, je crois, depuis 2 ans à peu près. Et voilà, donc c'est un think tank qui s'inscrit en complémentarité d'autres think tanks qui existent. Je fais un petit clin d'œil à Nadine puisque elle est au même conseil exécutif que moi au niveau du labo de l'ESS, mais qui s'inscrit vraiment en complémentarité, en particulier sur le thème de l'innovation sociale entrepreneuriale, avec un enjeu notamment de découvrir et des initiatives solidaires entrepreneuriales qui répondent à cette dimension innovation sociale qu'on peut retrouver en termes d'accompagnement et donc du coup de se focaliser notamment sur la dimension accompagnement, échange de pratiques et avec un objectif de capitaliser. Peut-être faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé la première année, puisque vous allez pouvoir accéder aux travaux de la première année qui s'étaient traduits par 2 notes qui avaient été réalisées, notamment une sur le financement et une sur le travail, qui, à l'issue d'échanges des membres du conseil d'orientation, nous avions pu partager ces travaux et notamment avec à chaque fois en perspective les rencontres internationales de l'innovation sociale qui ont lieu tous les 2 ans et dont, même si la date n'est pas fixée, c'est bien la 2025 qui nous permettra de nous retrouver autour de rencontres d'ici la fin de l'année. Peut-être remercier du coup, je suis très contente en fait qu'il y ait autant de participants, puisque voilà, au-delà du conseil d'orientation, on retrouve d'autres participants. Alors avec toujours cet objectif que nos discussions permettent d'alimenter et de co-construire les prochaines rencontres internationales, mais vous l'aurez compris, du coup avec un nouveau format, puisque nous allons inaugurer ce premier webinaire avec Armel, Alicia et Nadine. Et cette capitalisation, en tout cas, nous permettra d'avancer sur différents sujets. Je ne vais pas dévoiler les prochains termes. Vous allez plutôt les découvrir en nous rejoignant au fur et à mesure. Sachez simplement qu'on a besoin, en fait, de ces échanges pour capitaliser, échanger, en tout cas, sur ces différentes initiatives, parce qu'elles présentent l'intérêt, en tout cas de mon point de vue, mais je crois qu'il est très largement partagé, d'initiatives qui partent du local et avec un enjeu de les partager à une échelle plus importante, et notamment à l'échelle européenne et même dans le passé à l'échelle internationale. Tant qu'à faire, si on peut ne pas réinventer la poudre et de s'appuyer en tout cas sur des choses nouvelles qui prennent souvent beaucoup de temps et de travail pour les équipes qui innovent, c'est un plus pour nous. Je ne ferai pas plus loin, j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, peut-être juste pour vous dire que cette année, il y aura 4 webinaires. Et donc, on commence avec le premier. Et sans transition, je passe la parole à Armel. Et puis, comme les autres, nous allons disparaître de l'écran pour que tout le monde puisse se focaliser sur nos 3 intervenantes que je remercie encore.
et que je suis ravie d'écouter. Merci beaucoup, Fatima. Bonjour tout le monde. Je vois beaucoup de petites vignettes. C'est toujours moins sympathique et personnel que les visages, mais je sais que vous êtes là et je suis vraiment très, 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 très contente d'animer cet échange, cette discussion et cette réflexion entre deux personnes que j'apprécie beaucoup, professionnellement et personnellement, que j'ai connues dans des cercles différents. Donc, Nadine Richesse-Battesti, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, économiste, enseignante, chercheuse à Aix-Marseille Université, chercheuse au LEST, membre de nombreux comités de l'ARECMA, de l'ADES et autres, qui travaillent depuis de très longues années sur les transformations des organisations de l'ESS et sur l'innovation sociale et les coopérations territoriales, donc le cœur de notre sujet aujourd'hui, et qui vient de publier un livre comme co-autrice avec Eric Bidet, qui s'appelle L'innovation sociale, expérimentée et transformée à partir des territoires, publié aux éditions Les Petits Matins. Et donc, c'était l'occasion était trop belle, effectivement, d'utiliser cet ouvrage qui paraît maintenant pour aborder une dimension importante de l'innovation sociale. Et pour ce faire, nous aurons ma collègue et amie Alicia Garcia Madrid, qui travaille pour Action contre la faim en Espagne et qui, elle, est sociologue, qui est responsable de programmes européens, de projets européens depuis très longtemps, qui se centre sur l'inclusion sociale et le travail. Et donc, Alicia gère et coordonne des projets, des équipes sur des projets européens de cet ordre, avec un réseau sur l'innovation sociale et l'inclusion sociale, un réseau européen qu'elle anime également, et qui va nous présenter un de ces fameux projets socialement innovants. En français, ça donne Communauté d'emploi et d'entrepreneuriat rural soutenable. Et elle va tout vous expliquer. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez, qui est un projet pilote, une expérimentation qui est testée dans 3 régions en Espagne. Et donc, avant de lancer les débats, j'aurais pu commencer par me présenter aussi. Donc, Armelle Ledan, je me suis passionnée aussi pour l'innovation sociale depuis une dizaine d'années. Et ce que je fais le plus souvent aujourd'hui, c'est de travailler à faciliter la coopération entre les 27 États de l'Union européenne sur ce thème de l'innovation sociale, principalement les autorités de gestion Fonds social européen et les centres nationaux de compétences sur l'innovation sociale, très nouveau, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. J'ai vu qu'Alexis Bouge était dans l'assistance. Avise, par exemple, est le Centre national de compétences sur l'innovation sociale en France. Donc, voilà. Et nous allons donc aborder une des dimensions essentielles de l'innovation sociale, qui bénéficie de multiples définitions, comme nous le savons tous, et là n'est pas la question, mais il y a un consensus assez général en France, en Europe et au-delà sur ce qui la caractérise. Et parmi ces caractéristiques, les besoins sociaux et sociétaux non ou mal satisfaits, une réponse innovante, coproduite, produite de façon collaborative. Et c'est vraiment sur cet aspect aujourd'hui qu'on va se pencher, cette fameuse collaboration. Mais si elle est toujours collaborative, c'est pas une injonction. À quoi ça sert? Pourquoi? Quelle est sa valeur ajoutée? Quelles sont les limites aussi de cette collaboration? C'est souvent difficile. Et donc, sur un territoire particulier avec une multitude d'acteurs, comment est-ce qu'on fait dans la pratique? Comment est-ce qu'on la rend durable, soutenable et qu'est-ce qu'elle apporte au-delà d'un résultat immédiat? Donc, on va avoir un échange riche entre nos deux interlocutrices et présentatrices auxquelles vous pourrez contribuer par vos questions et vos réactions. Et dans un deuxième temps d'échange, on s'interrogera sur ce qu'on a l'habitude d'appeler le changement d'échelle, Scaling Up and Transfer, Alicia en anglais,
À savoir que si on démarre quelque chose avec de nouveau, avec l'intention de tester une nouvelle hypothèse, de chercher une solution nouvelle, donc au risque de se rater, de se planter, en tout cas aucune garantie, si on aboutit à un résultat qui est satisfaisant, et qu'est-ce qu'un résultat satisfaisant, il serait peut-être bon de l'étendre au niveau des besoins, à plus de personnes qui en ont besoin, plus de territoires, plus d'organisations. Donc, ce fameux changement d'échelle, très lié à l'évaluation de l'impact, on en reparlera, n'est pas chose simple. C'est la panacée en innovation sociale. Et on discutera de cet aspect également, de ses limites et du pourquoi, du comment et de la valeur transformative de l'innovation sociale. Je m'arrête là parce que ça n'est pas du tout mon intervention aujourd'hui et j'invite Alicia à nous présenter ce projet espagnol et comme ça on aura un dialogue entre une chercheuse qui pratique et une praticienne qui cherche. Alicia, Thank you very much. Thank you very much, Armelle, and thank you to Walter Lab for inviting me to this event and this workshop, this space for exchange and discuss and learning together, let's say. And well, I'm going to share a very brief PowerPoint presentation about the project I want to introduce here in this space. Well, est-ce que vous voyez tous la présentation d'Alicia? Okay. Okay, thank you. Well, this project, this pilot project, has been running like 1 year and a half or almost 2 years, and we have several experiences we can share with you, and the process we are running out now. No? But well, this is we consider this as a social innovation because this is a different way to tackle societal challenges, and in this case, the rural challenges we already identify in rural areas in Spain. And so we decided to create a new methodology to work together with the community, and and together with different actors, and knowing more and deeply about the needs in the territory. So we want them to be the protagonists of this project, no? And from the very beginning. So these are the challenges. Well, I think they are mostly common in all over Europe. The population in the rural areas that has an impact in the economical development, but also social consequences and functional, operational, and in terms of services. There is a lack of employment opportunities in these areas. There is a problem of migration to urban areas. They are depopulated. There is a inequality challenges as well. Well, aging the population. So we have several challenges affecting the situation in general of the rural areas, and we want to implement a new methodology working with the community to address new innovative solutions that really born from the people living there or working there or trying to improve the life in these rural areas. So we implement the project in three provinces in Spain: Castilla-La Mancha, Navarra, and Galicia, and in several comarcas, we call it, like region areas, very more little, one or two. Containing several villages or very little villages. So we tackle we focus on a specific area, rural area, with certain characteristics of density of population and inhabitants. And well, the core thing here is that we start
mapping the actors that are present in the territory, and we try to collaborate with them, working together from the very beginning in all phases of the project, from the design or identification of challenges, even working together, trying to get them involved from the very beginning for their benefit as well. And we are going along the project together with them, organizing like events, trainings, action plans, identification of specific challenges towards certain population or not. So we are always working together with them. So and we are like well, we can separate or divide these actors into public and private. We can discuss it later about the difference in the collaboration with them in our experience. And what more? Well, yes, we are also promoting certain sectors we have that we consider like they can have suppose an opportunity in the territory. So that's why we collaborate with others, just to know and accompany them or working together towards a common action plan towards the community development, which is the common goal at the end. And about the impact we look for is we are in Spain looking always for the social labor inclusion of disadvantaged groups, but in this case, in the rural areas, they have even more difficulties. So we are trying to dynamize the territory in all sense. Training, for example, people in certain sectors who can suppose an opportunity in the territory because a new company is opening nearby, or for example, if there is a emerging sector in a territory because of conjunctural cause or something like that, we try to encourage the social and solidarity entrepreneurship, for example, and collective entrepreneurship, for example, in social entrepreneurship in one sense. So we are like guiding all the actors towards a common plan. And in terms of, we are also looking for sustainability of these territories, and that's why we have a relation of our indicators towards the SDGs, the Sustainable Development Goals, because all our actions has an impact, and all projects has an impact, and we decided to translate our impact into SDGs and how we impact into the SDGs with these interventions. And that's it. Looking forward to answer your questions, and Thank you. Here for you. Merci, pardon. Voilà. J'ai pas très souvent l'habitude de faire les interventions en français. J'espère que je vais pas bugger dans ma langue maternelle. Merci beaucoup, Alicia. C'est un projet intéressant parce qu'il a effectivement, il répond à des défis sociaux et sociétaux, même qui sont complexes aujourd'hui. Environnemental, économique. Et du coup, la première question qui vient, parce que, OK, une fois qu'on a dit, il faut coopérer, et l'innovation, qui est un processus, nécessite la collaboration de différents acteurs. Comment ça se passe concrètement? Pourquoi autant d'acteurs? Parce que je vois qu'il y a effectivement des municipalités, des entreprises, des groupes d'action locaux, des GAL, des organisations de l'ESS, des associations, des établissements d'enseignement, donc un vaste panel assez varié. Pourquoi il y a autant d'acteurs? Quelle est la valeur de cette coopération pour ce projet, en fait? Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la valeur ajoutée, la valeur positive? Et quelles sont les difficultés à engager les acteurs locaux sur un tel projet, puisque ça n'a pas émergé de façon organique?
Well, sorry for speaking in English. C'est prévu, forget to say. tout va bien, Alicia. Il faut Okay, juste, d'accord. we just have to wait to change the language, but it does it automatically. So you can start speaking and then it will switch to the right language. Okay. So why so many actors? Well, working with the community is like compulsory to consider all possible actors taking part of this challenge, which are all of them. At the end, all has something to say, something to add, something to contribute, or they are working directly or indirectly in that challenge. So they contribute with different visions. The vision is really important on this, no? Because if you are working in an organization with a certain profile, you have a limited vision at the end. As much if you are very open-minded, well, at the end you have certain limitations and acknowledgement, no? You don't know about everything. And that's the positive, the very positive thing. We truly believe that the social innovation doesn't happen without collaboration. So that's the core of the social innovation. At the end, you cannot innovate alone. It has no sense because speaking about social innovation is a real complex challenges we are facing. So we need different visions and different points of view. Yeah. About the difficulties Oui, voilà, parce que je pense qu'on est tous d'accord sur ce besoin, cette nécessité de coopérer. Néanmoins, c'est loin d'être une chose facile, à la fois pour lancer cette coopération, l'établir et la soutenir, de façon à ce qu'elle soit durable, pérenne, au-delà du temps d'un projet ou du financement d'un projet. About the difficulties. Oui, excusez-moi, Armelle, le changement de langue ne s'est peut-être pas fait pour Alicia, ça a été trop rapide. Donc, if you want to just repeat the question quickly in English, yeah, maybe it will be easier for her. Okay, Alicia, I was just asking if everybody agrees about the need to cooperate, but it's quite difficult. We know that, and it's difficult at different stages, right from the beginning, when you start and when you engage people, then when you develop the project, but also beyond that, beyond the fundings and the project, to make it sustainable over time. So yes, about the difficulties to do this. And is it different with the different categories of actors? Is it more difficult with the public sector, with the policymakers, with the private sector? If you can briefly answer. Yeah, it depends on it depends on the territory a lot, and the public policies as well. Speaking about the public actors, if they have a politic in that can is addressing the challenges itself, the collaboration is smoothly, is very open, and they are very collaborative. And but if they don't have a public policy on that topic, probably they are not collaborating so much. But the same with the private sector. Sometimes they say, okay, we are competitors, we are doing that, and we don't need to collaborate. And also with some local action groups, they are like, we are having these kind of difficulties in Navarra, for example, with the local action groups, because they don't see the need of any further actions, because they feel like they are doing everything and they are working very well, and they don't have the need of
going deeper in another different way of tackle the challenges, because they are working smoothly and very well, and they don't need that, they don't see the need, no, but because you are, there is always a room for improvement, no. And about the sustainability of this relation, it depends on the relation during the process. You have to enjoy the process together with them, and if you build a very strong relation and a collaborative, for example, joint events, organized together, like a win-win situation. So you will have this and we will have that. With companies, for example, is very important. So that depends. The sustainability is like a long process. You have to work always to work on the sustainability during the process as well, and to think about it, and how we will continue this, or how will this survive after the financing. Yeah. Donc, si c'est sur l'agenda des politiques locales, c'est évidemment plus facile. Et ensuite, il y a différentes méthodes et différents outils en fait pour faciliter cette mise en contact et cette collaboration qui ensuite, j'imagine, un peu vit sa vie aussi, vit sa propre vie. J'aimerais passer la parole à Nadine pour avoir un peu une première réaction. Peut-être que tu as des questions aussi à poser à Alicia, toi qui as beaucoup travaillé sur cette dimension de la coopération territoriale par rapport à cet exemple et cette expérimentation qu'ils font en Espagne. Qu'est-ce que tu relèves de ce que tu connais déjà? Quels sont les écueils que tu peux pointer? Qu'est-ce qui t'interroge? Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par remercier tout le monde pour cette invitation et dire que finalement, je dois beaucoup à Montpellier, à la fabrique de l'innovation sociale de Montpellier, mon entrée dans les questions d'innovation sociale et mon intérêt pour l'innovation sociale. Et donc, je voudrais à la fois rappeler ce cheminement qu'a évoqué tout à l'heure rapidement Fatima, mais aussi finalement combien c'est venu nourrir, combien ces observations de terrain sont venues nourrir mes propres réflexions. Et ce qu'a dit Alicia nous met, l'expérience dont elle fait état, nous met directement sur les questions d'innovation sociale avec cette entrée par le bas. Donc on est bien sur la constitution, sur la mise en évidence, sur la révélation d'une communauté d'acteurs, donc de gens en capacité d'agir, qui parfois ne le savent pas. Donc il y a cette capacité à révéler, à faire émerger une envie d'agir. Et d'entrée de jeu, Alicia, tu poses à la fois la diversité des membres qui vont être associés, et puis du coup leur hétérogénéité et la difficulté qu'ils se comprennent. Donc tu pointes d'entrée de jeu un enjeu qui est finalement comment on fait communauté, comment on agit ensemble, même si on est sur le même territoire, si on ne prend pas le temps de se mettre d'accord, de discuter sur ce qui nous rapproche, ce qui nous sépare. Et ce que je trouve intéressant dans le cas que tu présentes avec ces expérimentations régionales que tu évoquais, c'est qu'effectivement, même si on applique le même objectif, c'est-à-dire qu'on se donne un enjeu de réalisation conjointe autour de l'accès à l'alimentation, par exemple, eh bien, selon les territoires, ça ne va pas se déployer de la même manière, soit pour des raisons de politique publique, soit pour des raisons d'acteurs en présence et de capacité à coopérer. Alors, je trouve que d'entrée de jeu, ça nous met à la fois sur ces initiatives par le bas, sur cet enjeu de se mettre d'accord, de débattre, mais aussi sur les besoins de s'accorder. Et finalement, on a beau dire le projet commun, il est quelque chose autour de l'alimentation, ben, il ne sera pas forcément vécu de la même manière sur un territoire et sur un autre, alors même que l'objet est à peu près le même et que la méthode que tu vas mettre en œuvre est à peu près la même. Et du coup, ça pose d'entrée de jeu la question évidemment de la réplicabilité.
mais on y reviendra tout à l'heure. Mais ça pose aussi des questions de temps. Se rencontrer, ça prend du temps. S'identifier, se repérer comme partenaire potentiel, se faire confiance, accepter de remettre en question ses représentations ou de les ajuster. Ça suppose finalement du temps et ce temps, on ne l'a pas toujours dans la durée des expérimentations qui sont rendues possibles. Donc il me semble que ça pose tout de suite cette question du temps et on voit bien que ces processus, ils reposent aussi sur des apprentissages qui sont essentiels pour que ces pratiques durent au-delà du temps du projet et puissent servir demain à nourrir d'autres expérimentations. Donc, on voit que cette question du temps et de l'appropriation, finalement, elle est essentielle pour permettre, pour donner lieu à des savoirs, des savoir-faire qui puissent dépasser la seule période de mise en œuvre dans le cadre d'un projet et de son financement, et qui permettent éventuellement d'infléchir durablement les dynamiques sur un territoire, c'est-à-dire comment on passe d'un one-shot sur 2 ans, 3 ans, 6 mois, la durée d'un projet, à quelque chose qui vient plus radicalement infléchir, transformer des stratégies de développement local pour produire des formes adaptées, ajustées, mais qui dépassent la seule présence du projet à un moment donné. Et donc, il me semble que derrière ces questions, on retrouve bien à la fois la nécessité d'avoir des gens qui sont en capacité d'identifier les parties prenantes, de faire une cartographie finalement des acteurs qu'il serait nécessaire d'associer, mais au-delà de ça, de faire qu'ils se rencontrent et qu'ils acceptent de partager des choses en commun. Alors, dans ton schéma, finalement, tu évoquais la notion de but commun, de common purpose, avec ton petit schéma vert. On avait aussi un petit rond gris où on disait, où on voyait apparaître les opportunités territoriales, mais on voit bien que c'est dans ce dialogue entre l'émergence progressive d'un common purpose et puis des opportunités territoriales partagées, pas forcément imposées par le haut, pas forcément décidées par la politique publique ou le financeur, qu'est susceptible de se mettre en œuvre une stratégie qui dépasserait finalement juste le projet en tant que tel. Et du coup, pour moi, une des questions que j'aurais à te poser, c'est peut-être qu'est-ce qui te permet, finalement, quand tu mets en œuvre un tel projet, est-ce que tu prends en compte la capacité à infléchir durablement une stratégie de territoire? Donc, à contribuer à transformer durablement les caractéristiques d'un territoire en matière de développement entrepreneurial, de développement économique et social. Donc, est-ce que tu prends en compte cette dimension-là ou est-ce que dans tes expériences, dans tes expériences accumulées, tu as pu identifier ces éléments d'infléchissement qui renvoient à une forme de durabilité? Le Graal de l'innovation sociale, la fin de la spirale où on atteint un changement de système sur un territoire, dans une politique. Alicia, je te laisse la parole. Pas facile, hein? I'm going to try to answer all the questions one by one. Well, about the time. Well, that's the one of the main difficulties. The time of the willingness of collaboration at the end. No, not all the actors we are knocking the door. They are happy to collaborate and very open. Like, okay, I will participate without no doubt. No, it take also time. The time for the actor to understand, to decide,
to like express their needs, their objectives, and well, it's time for them, and it's time for us trying to put all the actors together, like yeah, trying to face all, well, to answer all the needs, all the objectives, put it together and find a convergence point. That's the real challenge of this project, to put all the people together in one space with all the agendas mixed, you can imagine, in one place and in one and trying them to understand each other and to listen each other. That's the real challenge of this project, and this is the real impact we have, that the collaboration happens, because the time you are like doing like searching for the people, explaining, and the others to understand and so on, that's the real challenge of this project. And of course, we are facing that kind of difficulties. They are not willing, they don't want to collaborate because they don't find the interest, and it depends also on the capacities of the person to see the opportunities, to have the vision, because the vision, as I said before, is really important to participate in a collaborative way, because this collaborative spirit should be like in the core of the organization, of the actor, the association, foundation, municipality, I don't know, all kind of actors had to have the capacity of have this vision of this will have this impact, this will nurture this line of my strategy or whatever, no, and the public policies as well. And sometimes, if the private sector, let's say, sits together with the public, they see opportunities, no? Because they have one thing and the others have the operative point, and this is the financing, no? Or something like that, or we don't know how to use this money and I will tell you how, no? Sometimes we... 5 minutes. J'ai le rôle de gardienne du temps, donc je vous dis, il nous reste 5 minutes. C'est bien. D'accord. And answering about the long-term strategy. We are always putting the focus there just to engage the people, because at the end it's not that short time, like it's not that short goal. It's not a short-term goal, it's a long-term, and it takes a lot of time to make some transformation and some development in the community. So we are like always putting the focus in the medium long term. So we facilitate the process somehow, trying to get some impact in the process, and at the end, the result of this collaboration and in this process will be in the territory. And that will be the actors taking this result to continue this work, no? But it might need as well some facilitation as well, no? It's like I don't know. I don't know in which way they are going to. Well, that depends on a voluntary basis, no? The voluntarity of the actors involved. But if they enjoy the process and they feel like they have a lot of benefits for the territory and for their work, because they are for that work, I think it should work. But we still don't know. We are in the process, and in some regions are taking more time, and in others are like very fluent, because the municipality is collaborating a lot, and the local development, the local action groups as well. So it depends on sometimes in the people and the spirit of collaboration. That's it. Tu pointes plusieurs choses importantes, Alicia, si je peux intervenir rapidement. Déjà, c'est la différence effectivement des contextes territoriaux qui fait que les réactions, ce que Nadine disait aussi, l'évolution, les résultats seront différents.
Et évidemment, le type de collaboration et la durée que ça prend et la forme que ça prendra aussi. Ce que je relève dans ce que tu disais, dans ce que vous disiez toutes les deux, sur ce décalage entre le temps nécessaire pour que ces collaborations s'installent tranquillement. Et ça prend du temps. On a parlé de confiance, etc. Mais c'est vraiment pas des mots en l'air, c'est vraiment important. C'est souvent quelque chose qui manque dans ces injonctions avec les appels à projets qu'on a aujourd'hui sur des durées très courtes. Ce temps de fabrique du tissu social et de la collaboration, il n'est pas pris en compte et il n'est jamais financé en tant que tel. La seule exception que je connaisse à cette règle, c'est un vieux programme qui s'appelait Equal, qui était un des premiers programmes qui soutenait l'innovation sociale en Europe et qui finançait distinctement du projet d'innovation sociale la partie formation et création des partenariats. Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut se dire que c'est une partie du processus d'innovation sociale qui est super importante. Donc ça, c'est un point important. Il y en a beaucoup, effectivement. Et je regarde l'heure en même temps parce que je guette, mais tout va bien. Ce que je me disais aussi en vous écoutant parler toutes les deux, c'est que, au fond, quand on veut avoir un impact à long terme sur une dynamique de développement d'un territoire, une politique, on va dire, il s'agit en fait, à travers un projet, des méthodes, des outils, etc., de créer des conditions pour que ça dure, c'est-à-dire de mettre les différents acteurs et les différents partenaires en situation de pouvoir collaborer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager, de pouvoir sélectionner leurs priorités. Tout le monde arrive avec un agenda différent et il va falloir choisir effectivement ce qui est réuni, ce fameux point de convergence. Et je ne trouve pas le mot en français, mais en anglais, c'est le capacity building, en fait. C'est vraiment créer la capacité des acteurs locaux à continuer à travailler ensemble et à y trouver un intérêt. Tout ça nous amène. Est-ce que vous avez une chose à ajouter, un point d'orgue à mettre à cette conversation avant que je ne passe la parole à nos participants? Vous êtes prêtes pour le feu des questions? Très bien. Et donc, dans un premier temps, je vous remercie toutes les deux vraiment. On pourrait continuer pendant des heures. Moi, ça me passionne. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole pour savoir si au sein du conseil d'administration, il y a des questions pour Alicia et Nadine, des commentaires, des réactions, des partages d'expériences. Est-ce que l'un ou l'une de vous souhaite prendre la parole? Donc là, ce sont les membres du conseil d'administration qui peuvent intervenir directement, caméra et micro ouverts, et prendre la parole. Alors, je ne vois pas tout le monde. Alors pour l'instant, nous, on n'a pas de questions de la part du public qui, je rappelle, peut le poser dans le Q&A. So if you want to ask questions, you can ask them in the Q&A. Mais par contre, effectivement, les personnes du conseil d'orientation, les membres du conseil d'orientation, plusieurs assistent à la réunion, peuvent se manifester, lever la main et prendre la parole directement parce que effectivement, l'affichage, c'est pas toujours simple en fonction des écrans. Sur vos expériences propres de collaboration, les difficultés que vous avez rencontrées, est-ce qu'elles sont similaires? Est-ce que ça vous semble aussi difficile mais aussi nécessaire? Philippe, est-ce pour Alexandra? Guide us. Oui. Et bonjour. Philippe, tu veux prendre Oui, moi j'ai pour un Vas-y. retour d'expérience, j'étais au PTCE, un pôle territorial de coopération économique ce matin. Ça date pas, vous voyez, c'est tout frais, qui est les Rémendaires dans le Gard. Et
Et en tout cas, et on avait aussi lancé des expérimentations de coopération territoriale au travers d'une expérimentation sur un incubateur pour les collectivités locales. Et moi, ce que j'en ressors, et je rejoins complètement ce qu'a dit tant Alicia que Nadine, et je veux dire, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place? La première chose, c'est qu'on se rend compte qu'il faut installer une nouvelle logique relationnelle et organisationnelle sur la façon de travailler. Et ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment un gros changement culturel. La deuxième chose que j'ai regardé, c'est que déjà, quand on n'avait pas de culture c'est-à-dire de culture de collaboration, c'est-à-dire intrastructure ou intra-territoire, c'était compliqué de passer à une culture c'est-à-dire interstructure ou interterritoire, parce que le processus, comme tu as dit Nadine, il est très long, que les temps d'une collectivité locale, ce n'est pas les temps d'un entrepreneur, que le temps d'un entrepreneur, ce n'est pas le temps d'une asso, etc., des citoyens, enfin j'en passe. Et Philippe, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce qu'il faudrait juste que tu parles un tout petit peu plus doucement et distinctement pour la traduction? D'accord. Parce que tu parles très vite, tu le sais. Voilà. Et le processus, en fait, moi, ce que j'ai regardé, avant, je voulais essayer d'aller vite, parce que j'étais orienté vers le résultat. Et en fait, je me suis aperçu que pour pouvoir aboutir, il ne fallait pas être orienté vers le résultat, mais orienté vers la relation. Donc, on a construit une formation spécifique, c'est exactement ce que tu évoquais, Armel, qui s'appelle la communication coopérative non violente entre les acteurs. Ça peut paraître un peu barbare, mais c'est issu de techniques psychologiques, de communication. Et on a travaillé avec cet outil-là et l'intelligence collective pour passer les 5 étapes de la coopération territoriale. C'était d'abord se connaître. La deuxième étape, c'était se parler, échanger, partager. C'était encore une étape supérieure. Ensuite, c'était travailler ensemble. Ensuite, c'était mutualiser des compétences, mutualiser des savoir-faire, des territoires, des richesses. Et enfin, arriver l'étape coopérer. Et donc, il fallait se donner tout le temps de ce processus pour aboutir à un résultat, finalement, mais en conservant l'intention de relation avant l'intention de résultat pour conserver la durabilité. Sinon, ça partait en cacahuète. Je ne sais pas comment on traduit partait en cacahuète en anglais, mais assez rapidement. Et voilà. Et donc ça, j'ai trouvé ça quand même d'abord très, très intéressant à l'échelle d'une entreprise, mais à l'échelle également d'une structure ou d'un territoire ou d'un PTCE. On a quand même besoin de savoir se parler en gérant les égos de chacun, les égos et les intérêts, ça a été évoqué, les intérêts à agir de chacun. Alicia a évoqué la relation win-win. Et effectivement, il faut que les intérêts à agir de chacun soient dans la durée, en permanence préservés, être attentifs, de respecter les intérêts à agir à chacun dans la durée. Voilà ce que je vais dire sur mon retour d'expérience sur le terrain, mais c'est complètement ça. Donc oui, c'est long, et la question du temps est importante. Il faut se donner le temps. Philippe, mais ça représente un investissement. Philippe, est-ce que tu peux te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas, et dire ce que veut dire PTCE pour que Alicia puisse en avoir une traduction au moins approximative? Oui, J'allais les PTCE, c'est bien. c'est les pôles de coopération territoriale, économique et territoriale, qui ont été mis en œuvre dans le cadre, en France, dans le cadre de la loi ESS de 2014, voilà, avec des labellisations par l'État, et qui encouragent les acteurs des territoires à coopérer dans le cadre de projets d'innovation sociale. C'est un peu les projets que tu évoques, Alicia, mais à l'échelle souvent de territoires locaux. Voilà. C'est plusieurs bassins d'emploi qui vont travailler ensemble, par exemple. Je te passerai un article en anglais, Alicia. C'est intéressant comme expérience. Oui. Et Philippe, tu es... Oui, je m'occupe d'Alter Incube, donc de l'incubateur d'innovation sociale régionale, d'Alter Venture, qui est un accélérateur d'entreprises à impact. Je m'occupais d'Alter Incube collectivité, mais j'ai arrêté parce que, justement, pour toutes les questions que je viens d'évoquer, très long, très compliqué, beaucoup d'énergie. Et voilà, et j'ai plaisir à travailler là-dessus. C'est un plaisir qu'on ait beaucoup à partager, je crois. Et ça fait partie des ingrédients nécessaires pour travailler sur l'innovation sociale, ou pour travailler tout court. Le plaisir du travail. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Alicia, tu voulais répondre à Philippe? Il y avait une deuxième question, peut-être qu'on la prend tout de suite. Oui, d'Alexandra Gaidos, voilà. Et on va prendre les deux questions. Alexandra Gaidos.
Maintenant, OK. Oui. Merci Est-ce que tu peux aussi te pour présenter? cet échange. Oui, tout à fait. Je suis Alexandra Guedos, je suis professeure assistant à Montpellier Business School, une école de commerce basée à Montpellier. Et j'enseigne notamment l'entrepreneuriat. J'ai un parcours dans l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social qui perdure aujourd'hui. C'est très passionnant, en fait, tout ce que vous avez raconté jusqu'à maintenant. Et je partage ce besoin d'investir du temps pour que tout ce type de projet de ce sorte puisse prendre. Et effectivement, quand on voit les appels à projets, ce que vous avez dit un petit peu tout à l'heure, on attend à ce que ces relations, ces communautés, notre engagement, etc., soient déjà en place ou qu'on montre des résultats très rapides. Tout en sachant que ce sont des process qui prennent beaucoup de temps. Donc j'aimerais bien savoir, d'après votre expérience, soit plus côté pratique, vraiment opérationnel sur le terrain, vos travail avec les collectivités, ou peut-être plus dans le cadre de la recherche. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des manières que vous avez trouvées à faire en sorte que ce travail collectif prenne peut-être plus rapidement ou plus efficacement pour pouvoir répondre à ce type de projet, peut-être européen ou international? Merci Alexandra. On a aussi Sarah Rousseau qui a levé la main, je pense, pour poser une question. Je ne sais pas si tu peux la prendre maintenant ou ce serait la dernière pour Ce sera la dernière, effectivement. Sarah? Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de parler doucement. J'ai la même qualité que Philippe. Je n'ai pas le temps et j'ai plein de choses à dire. Donc, je parle vite. Je suis la directrice régionale de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Occitanie. Et moi, la question que je me pose en écoutant nos échanges, c'est à quel point la question de la coopération et donc du temps pour entreprendre la coopération et mettre en place les bonnes conditions de coopération est une question pour susciter de l'innovation sociale, est encore une question technique à éclairer. Ou, je m'en excuse, je suis un peu empreinte du contexte franco-français en ce moment, ou une question politique et de plaidoyer pour pouvoir avoir le temps de travailler. En tout cas, depuis le terrain, c'est une des questions que je me pose aujourd'hui. Doit-on aujourd'hui éclairer techniquement encore mieux le fait qu'on ait besoin de temps pour installer des coopérations? Et ce que je constate, ce que Philippe relevait, c'est qu'en fait, quand on prend le temps d'installer les bonnes conditions, des espaces de dialogue, la culture de la coopération est très présente sur les territoires et chez nos acteurs, contrairement à ce qu'on pourrait ressentir de la société en général. Mais peut-être ce qui nous met en difficulté, c'est d'avoir les conditions matérielles de temps à y allouer. Donc, quand j'ai posé cette question, je n'ai pas fait avancer, en tout cas, le débat scientifique. Mais c'est des choses qui, moi en tout cas, m'agitent en ce moment. À quel point doit-on renseigner scientifiquement les bonnes conditions de coopération ou les évaluations d'impact? Et à quel point le sujet, c'est qu'on sait déjà pas mal de choses, mais comment on arrive à défendre les conditions de pouvoir le faire? Voilà. Je suis forcément très empreinte quand je pose cette question d'un contexte français qui est un peu anxiogène pour nous en ce moment. Merci beaucoup, Sarah. Le contexte anxiogène est partagé, je pense, au-delà de nos frontières, très largement, même si on a des spécificités. Donc, si je vous donne la parole, celle qui veut intervenir la première, il y avait une question, celle d'Alexandra, qui portait plutôt sur est-ce qu'il existe des bonnes pratiques, des exemples qui facilitent en fait cette mise en place et cette durabilité de la coopération? Est-ce qu'on a des exemples dont on peut s'inspirer? Peut-être Alicia, justement, je pensais au rôle de ce que tu disais tout à l'heure de facilitation, en anglais c'est broker, ces rôles particuliers qui ne sont pas vraiment le rôle d'un leader, mais au contraire de quelqu'un qui est capable d'agréger, de faire travailler ensemble
et un chef d'orchestre bien intentionné de tous ces acteurs. Ça, c'est la première question. Et la seconde, celle de Sarah, qui est plus fraîche, donc je ne vais pas la reformuler. Est-ce que c'est une question technique ou plus politique et de plaidoyer sur cette dimension du temps nécessaire à l'établissement des coopérations? Alicia, est-ce que tu veux peut-être répondre d'abord sur la première, les bonnes pratiques? Yes. The language changes. Okay. Yeah, our role at the end can facilitate somehow the collaboration, because like we present like a neutral organization, let's say, and we try to put together towards a common goal, but without any objective at first sight, no? So we think that to have some leadership on that can facilitate the collaboration and can relax the own interest of each organization, no? So people can relax and be confident, because it's not you and me and you against me and you or me. It's like we are together with this, trying to do something good for in line with our purpose. So, well, can be possible, because sometimes in our organization we find other organizations that don't have the capacity of looking the benefits of collaborating, no? Is the difficult thing. Well, and I'm answering Philip as well about the process and the time and so on. The process also has its own results, because the collaboration, so to have a collaboration, a contract or an agreement or something like that, sometimes you need some paper stating the collaboration, is a result that should be considered by the financiers, by the financing entities, and they are not doing that. They are like, well, I'm looking for the final result, and I want to have it very effective and quickly, and sometimes it takes more time, as we are saying. And about the samples, well, I have experience in building European partnerships, and can be a good example, because in a European partnership, you have different interests, but a common goal, but you are complementing each other. And if you are not complementing each other, you are making the thing bigger. You are making bigger the scope of intervention. So there is no reason to be competitive among each other. And so we are building something bigger together, and we are, having more scope of intervention. So can be an example, and but at the end, there is a budget behind, no? And well, that is true. But at the end, I believe that the process it takes time. It should be considered. And the collaboration, the cultural spirit of collaboration should be encouraged from all parts. And if you have an actor, independent actor, that can facilitate and convince the people to participate and collaborate, can be a positive thing. Yeah, and one practical way we do it is, for example, if we want two organizations to collaborate, they should understand what they are doing, and if you are doing some event that can have a kind of synergy with my event, why we cannot organize it together? For example, that's one of the practical ways we are doing the things. So, what is your planning? What are your activities? These are my activities. Oh, they are more or less similar. We can join forces, efforts, save time at the end. And so that's the most effective way we are finding in our experimental project. Merci Alicia. La collaboration, ça se pratique effectivement, ça se déclare pas. Nadine,
tu voulais intervenir et répondre à ce qui a été dit par nos participants. Alors, j'ai envie d'évoquer quand même une situation un peu paradoxale parce qu'il y a de plus en plus d'injonctions à coopérer. Oui. Et en même temps, on est de plus en plus confronté à des situations de mise en concurrence. Oui. Donc, il y a une espèce de paradoxe. On est en concurrence pour l'obtention de projets, pour l'obtention de financement, et après, il faut coopérer, alors qu'on a commencé par être en situation de concurrence, que nos partenaires d'aujourd'hui seront peut-être nos concurrents de demain, etc. Et c'est vrai que je m'étonne toujours un peu de cet accent mis de façon importante sur les coopérations, alors même que le plus souvent, l'acteur public incite à la mise en concurrence à travers des appels d'offres, qu'à l'école, on est plutôt formé à la mise en concurrence plutôt qu'aux coopérations. Et je trouve qu'il y a une situation paradoxale qui amène aussi finalement à sous-estimer le coût ou les compétences nécessaires pour coopérer, au-delà même de collaborer. Et donc, je pense que, effectivement, tu évoquais, Armelle, la question des brokers en anglais, mais ces acteurs d'interface, ces acteurs d'intermédiation. Aujourd'hui, dans les réflexions sur le développement des territoires, il y a beaucoup de choses qui portent sur cette capacité de personnes à faire des liens, à construire du lien. Philippe évoquait la dimension relationnelle tout à l'heure, mais cet enjeu de savoir faire des liens et de mailler ces liens de façon permanente, parce qu'ils ne sont pas faits une fois pour toutes, ils s'effilochent. Donc, il ne s'agit pas de dire j'ai construit des liens, c'est bon, je peux partir. En fait, ces liens, ils se transforment au fil du temps, parfois ils se renforcent, mais parfois ils se distendent. Donc, il y a aussi une dimension de réajustement en permanence, des articulations faites avec des personnes ou des groupes d'acteurs qui ne sont pas stabilisés une fois pour toutes. Donc, en fait, il y a une situation de complexité importante. Diversité des acteurs, parce qu'on a de l'innovation si on a de la différence. Oui. Et donc, ça suppose du coup quand même d'être en capacité de s'écouter. Ça suppose en permanence de devoir agir pour entretenir les liens, parce que sans entretien, la mise en lien s'effiloche. Et puis, enfin, peut-être dernier élément, c'est qu'effectivement, c'est un coût supplémentaire des projets qui peut avoir des effets positifs à terme, mais c'est un coût supplémentaire des projets qui n'est pas évalué ni en termes de compétences nécessaires, ni en termes de temps que ça représente pour les acteurs qui le mettent en œuvre, et que ça représente aussi dans la nécessité d'autoriser des retraits temporaires. On n'est pas toujours en capacité de coopérer tout le temps. Coopérer, c'est savoir accepter qu'on puisse se retirer d'une coopération, soit parce qu'on ne partage plus l'objectif, soit parce que ça ne fait plus partie d'une priorité, etc. Et je pense qu'un des enjeux, c'est effectivement de montrer que ce sont des processus. Et c'est bien qu'on n'observe pas que le résultat, je reprends ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que c'est bien des processus qui se construisent, qui se maillent et se démaillent dans le temps, et que l'enjeu, c'est d'avoir des compétences, d'avoir ces compétences nécessaires, et ces compétences sont différentes du leadership. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose de mettre en lien que de diriger. Et pour mettre en œuvre un projet de développement territorial, pour réussir à construire de l'innovation sociale, il y a à la fois cet enjeu du leadership, à un moment donné, collectif ou individuel, peu importe, mais d'un leadership assumé, et en même temps la nécessité d'avoir un opérateur de mise en lien, donc un acteur d'interface, comme dirait Crozier, un intermédiaire, une médiation qui permettent d'agir en commun. Donc, en fait, agir en commun, ça se construit et c'est jamais stabilisé. Et effectivement, les contextes, à la fois historiques sur les habitudes à coopérer ou les pratiques de coopération,
Donc les contextes dans leur dimension historique, dans leur dimension d'enjeu immédiat, à certains moments, on n'a pas d'autre solution que de collaborer, jouent un rôle central. Et pour moi, c'est à la fois un plaidoyer, mais c'est une réalité. Donc c'est à la fois quelque chose qu'il importe de rendre visible, de visibiliser, et quelque chose qu'il faut donner à voir. Donc il ne suffit pas de le visibiliser pour nous, mais il faut le donner à voir, et c'est à la fois un coût et une ressource. Et c'est peut-être ça qui est aussi intéressant et qui est paradoxal, c'est que effectivement cette fonction de médiation, elle a un coût, mais c'est une ressource pour la coopération. Et c'est peut-être cette double dimension qui est centrale et qui est finalement au cœur de tous les processus complexes. Merci Nadine. Aurélie et Marion, est-ce qu'il y a des questions des autres participants? Il n'y a pas d'autres questions and we're perfectly on time. C'est incroyable. C'est incroyable. On avait prévu 17h15 au 5:15 pour la deuxième partie de l'échange et il est 17h14. Je regarde depuis tout à l'heure ma montre et je vois qu'on est incroyablement parfaitement dans les temps. Ce premier temps d'échange, en fait, où on termine sur quelque chose qui est à la fois inspirant et je comprends que ça puisse inquiéter certaines personnes, en particulier les responsables de politique publique ou autres. Quand on explique qu'effectivement, une coopération, c'est pas une photo à un instant donné qui va rester figée, que ça va être à géométrie variable, que ça nécessite en permanence de l'entretenir, comme toute relation humaine, en fait, où rien n'est jamais acquis et où on s'ajuste parce que les enjeux évoluent, parce que les besoins sociaux, les défis sociaux auxquels on répond évoluent, et que, comme le disait Nadine, parfois, c'est plus la priorité du moment pour une des organisations, et très bien, et il y en aura une autre qui va la remplacer. Il y a des organisations qui disparaissent, d'autres qui émergent, donc c'est comme un organisme vivant, en fait, ce type de coopération et de réseau. Et ça nous amène à une deuxième question qui est aussi importante et dont tout le monde parle beaucoup, de façon parfois peut-être rapide, parce que tous ces sujets nécessitent du temps, on le comprend bien, c'est ce fameux changement d'échelle. Donc effectivement, c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait logique de se dire: je tente quelque chose de nouveau, je cherche une solution à des besoins sociaux et sociétaux non satisfaits, je la teste parce que je ne vais pas prendre des risques énormes et investir un budget massif avant de savoir si ça marche. Très bien, c'est la logique de l'expérimentation, mais j'espère bien qu'elle va marcher. Donc, si mes résultats sont satisfaisants et si j'obtiens effectivement ce que je recherchais, si les bénéficiaires, le territoire profitent de cette solution qui fonctionne, alors il y en a d'autres. Donc, légitimement, pourquoi est-ce qu'ils n'essaieraient pas d'appliquer cette même solution chez eux, dans d'autres contextes? Et donc, toute la question, et tout le monde connaît cette fameuse spirale lancée par Nesta et Geoff Mulgan, où on passe effectivement de l'idéation au développement, etc., jusqu'au changement d'échelle, où on est en. Néanmoins, c'est une des choses dont on avait discuté, c'est presque devenu aussi une injonction. Et ça aussi, savoir si ça marche, qu'est-ce qui marche, quels sont les indicateurs, donc comment on évalue. Et là, on en arrive à la question de l'impact social. Tout ça est extrêmement complexe. On a créé beaucoup de méthodes et d'outils très compliqués qui, comme tous les outils, comportent des biais. Mais un mauvais ouvrier se plaint toujours de ses outils. Donc, quel est l'enjeu derrière, en fait, cette idée et ce besoin très légitime de faire bénéficier plus de monde, plus de gens qui en ont besoin de ces nouvelles solutions? Et comment est-ce qu'on peut contrer ce côté un peu automatique de l'évaluation de l'impact et sur base de ces résultats
d'une espèce de transposition et de réplication automatique d'une innovation sociale d'un contexte à un autre. En gros, est-ce qu'on peut faire du copier-coller? Je crois qu'on a tous la réponse, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser derrière. Et Alicia, dans ce projet en particulier, je sais que vous avez justement beaucoup travaillé sur quels sont les indicateurs que vous allez utiliser. Qu'est-ce que vous allez mesurer pour savoir si ce projet, il a bien atteint ses objectifs et si, pour faire court, s'il marche. Si cette solution, elle permet de repeupler ces zones, de créer de l'emploi et de redynamiser toute une économie et un territoire. Et je sais que vous les avez accolés tu l'as dit en anglais tout à l'heure, SDGs, les objectifs des Nations Du Unies. développement durable. Merci Nadine, les objectifs du développement durable. Est-ce que tu peux nous dire brièvement, effectivement, comment vous avez décidé d'évaluer ce projet? Parce que je trouve que votre démarche et les indicateurs sont intéressants et ne sont pas automatiques, justement. Yes. Well, the impact indicators are the focus on the creation of labor opportunities or entrepreneurship opportunities for the people. And we measure these kind of indicators, but as I said before, we are taking our time to get these results, no? Because it seems like they are not coming very fast in some territories. And we evaluate the impact on the we call it empowerment index or something, well, more or less, that we measure the impact after 6 months of the implementation, and we measure the impact on their labor situation, on their families, and the perception of improvement of their professional development or something like that in the people participating at the end in the action plan. So we are not measuring the number of, we are measuring the number of collaborations and so on, but the donor, let's say the funder, is looking for the impact evaluation. And we are like rethinking about this impact evaluation, and we would like to resubmit the same proposal for the same donor, transforming some impact indicators, focusing more on the results of the collaborations. For example, number of collaborations, we are measuring that, but they are not focusing so much on that. And we consider that they are the core result of because the transformation in the territory will come, we don't know when. And if we have a time frame very strict, we are in a constant risk, and we are like stressed to get the results on the impact, no? The number of labor insertions, the number of companies created, the number of activities, training activities, or that's the typical impact indicators, the typical, we are not very focused on the collaboration. Ouais, et très proche en fait de résultats plus que d'impact. L'impact se réalise à bien plus long terme généralement que la fin du projet. Donc, si je comprends bien, Alicia, vous, les organisateurs, les partenaires du projet, ce qui serait un signe de réussite du projet serait davantage, se porterait davantage sur la qualité et le nombre et la qualité des coopérations que sur typiquement les indicateurs classiques que vous allez mesurer aussi, de création d'emplois, etc. Mais les financeurs, ce qui les intéresse, c'est la deuxième catégorie. Ils ne sont pas très intéressés par la partie, ces coopérations, alors que c'est l'outil, en fait. C'est la matière première qui va permettre d'obtenir ces résultats. Exactement. Nadine, est-ce que tu souhaites réagir tout de suite? On va alterner plus vite. J'avais un peu peur pour la traduction.
Marion, tu me dis si ça va trop vite. Mais pour avoir un échange un peu plus dynamique, parce que je sais, pour avoir lu, écoutez, Nadine est lu aussi tout ce qu'elle pense de cette doxa de l'impact. Et j'aime bien ce regard critique aussi, parce qu'on est tous d'accord qu'il faut mesurer, qu'il faut évaluer, j'aime pas mesurer, mesurer les résultats d'une action, mais surtout quand elle est financée avec des fonds publics, et puis qu'elle doit soulager les problèmes de gens qui en ont besoin. Quel regard tu portes sur cette injonction à évaluer, automatiquement accolée à ce changement d'échelle? Alors, je rappellerai que l'évaluation, c'est finalement quelque chose d'assez récent en France et qu'on le doit pas mal à l'Union européenne, hein. Pendant longtemps, en France, on a eu du mal à évaluer des programmes et finalement, maintenant, j'ai presque tendance à penser qu'on surévalue des programmes et qu'on passe finalement beaucoup de temps à évaluer des choses qui sont prescrites par en haut et qui ne sont pas discutées ou négociées. Et là encore, il y a un écart entre l'idée de co-construire une innovation sociale par le bas et de prescrire par le haut les critères d'évaluation de cette innovation ou de ce processus sur le territoire. Et on voit bien qu'un des enjeux, c'est si on dit il y a des dynamiques locales qui doivent se mettre en place et on a une incertitude sur les résultats, forcément, eh bien, se doter d'un processus d'évaluation qui à la fois soit fait chemin faisant, mais qui soit capable de s'ajuster en fonction des transformations qui s'opèrent sur le terrain et surtout pour lequel les indicateurs soient mis en débat tout autant que le common purpose ou la manière d'agir ensemble. Or, encore aujourd'hui, on voit, et c'était très clair dans ce que disait Alicia dans sa présentation, on voit qu'il y a un vrai écart entre, d'un côté, ce que sont les attentes des acteurs publics, des financeurs, alors des acteurs publics ou plus globalement des financeurs, et ce que seraient éventuellement des objectifs sur le terrain ou des enjeux sur le terrain. On voit aussi qu'on passe beaucoup de temps à évaluer et que le temps qu'on passe à évaluer, eh bien, c'est un temps qui coûte, mais c'est un temps qui est souvent déconnecté de l'action, justement parce que les indicateurs qu'on observe ne sont pas en phase avec l'action menée. Donc, plutôt que de permettre un ajustement permanent de l'action pour la rendre plus efficace, ça vient au contraire la contraindre là où ça pourrait donner des marges de manœuvre. Donc, on a un côté rigidifiant de l'évaluation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et avec l'idée qu'on aurait des causalités strictes entre c'est parce que je fais ça que j'obtiens ça. Mais on voit bien qu'on est dans des univers pour lesquels on ne peut pas avoir de causalité forcément directe et qu'il y a toujours des interactions de choses, la Covid, les décisions de Trump sur telle ou telle chose, etc. On voit bien que l'incertitude est devenue hyper forte et vient rétroagir sur des dynamiques qui peuvent s'opérer au plan territorial. Donc, pour moi, il y a non seulement une question de méthode d'évaluation qui est décalée aujourd'hui, des pratiques d'innovation sociale ou de ce qu'on appelle l'innovation sociale, en tous les cas portée par le bas. Et après, il y a la question de comment on transpose ce qu'on invente sur un territoire sur un autre territoire. Il me semble qu'il y a vraiment deux choses. Oui. Alors, on peut dire que si un projet montre qu'il a une efficacité importante, on va le transposer. Mais donc que finalement l'évaluation est une étape, mais en fait cette évaluation ne suffit pas non plus à poser la question de la transférabilité, y compris parce que ce qui est évalué n'est pas forcément justement le processus mis en œuvre, mais simplement le résultat, et le résultat est rarement transférable directement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on travaillait plus sur le processus, et si on réfléchissait plus sur le processus, ses aléas, ses boucles de rétroaction, etc.,
on serait sans doute plus en capacité de réfléchir à quels sont les points de vigilance quand on va ailleurs, dans un autre contexte, dans une autre temporalité, etc. Et ça me semble être un point important. Donc pour moi, il y a une doxa de l'impact, parce que tout le monde ne parle plus que d'impact, qu'on voit l'impact avant même d'avoir commencé le projet, alors que le projet va mettre 2 ans. On a l'intelligence artificielle qui s'en mêle aussi, puisqu'il y a des outils maintenant d'intelligence artificielle qui proposent d'outiller pour évaluer l'impact social des projets. Ça arrive. Donc, on verra ce que ça va donner, qu'après l'évaluation nous amène à ex ante, à mieux formaliser les processus par lesquels on aimerait passer et qu'on arrive ensuite à voir les écarts entre ce qu'on a fait et ce qu'on prévoyait de faire, ça me semble intéressant. Mais après, le résultat en tant que tel, il est forcément différent de ce qu'on avait envisagé au départ, parce qu'entre-temps, l'action même menée par les acteurs sur le terrain a transformé la réalité de ce qu'on observait. Donc, c'est presque débile de penser qu'on puisse évaluer quelque chose à n+2 comme si c'était la même chose qu'en n. Et du coup, je pense qu'on a vraiment un enjeu à travailler plus sur les processus que sur les résultats. Ça me semble un point important, et à observer ce qui se transforme dans les pratiques et qu'est-ce qui aide à la transformation de ces pratiques, plus que sur les résultats en tant que tels. Quant après à la transposition, c'est encore, ou au changement d'échelle, c'est une autre étape. Et ce changement d'échelle, il est marqué par une conception industrielle. Pourquoi on changeait d'échelle dans de la production technologique? Pour augmenter le marché et produire en plus grande quantité, pour que le prix baisse. Peut-on faire baisser le prix de quelque chose qu'on doit ajuster de façon permanente pour l'adapter au contexte dans lequel il se développe? Donc, est-ce qu'on peut passer d'une logique, est-ce qu'on peut transposer une logique industrielle à la lettre à des pratiques qui sont plus adaptées, qui sont plus du sur-mesure? Mais en fait, pour moi, c'est toute la transformation de l'artisanat avec le savoir-faire d'un métier à l'industrie. Et si on le prend sur le textile, c'est les ouvriers de la soierie à Lyon au XIXe siècle et le passage à l'industrie au Bangladesh avec une surexploitation des hommes et des femmes sur les lieux de travail et avec une dégradation de la qualité des produits offerts, etc. Là où on travaillait de la soie avec le savoir-faire du métier, finalement, l'industrialisation a remis en question cette dimension du métier et du savoir-faire du métier. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une tension aussi autour de l'innovation sociale entre quelque chose qui est de l'ordre de l'artisanat et qui suppose donc une production en petite quantité et quelque chose qui est de l'ordre de l'attente d'une généralisation en grosse quantité qui me semble assez irréaliste? Ou est-ce que ça peut être quelque chose qui se trouve aussi entre les deux, à savoir que tout n'a pas vocation effectivement à changer d'échelle et qu'une solution spécifique qui correspond à un problème spécifique à un moment donné fonctionne et très bien et on s'arrête là, mais que, et votre ouvrage à toi et à Eric en contient un certain nombre, il y a des exemples qui sont intéressants aussi d'innovation sociale, de solutions qui satisfont à des besoins sociaux qui se sont diffusés et qui ont permis à plus de gens vulnérables de bénéficier de ces solutions. Et donc, ça, c'est pas mal non plus. Avec ce risque, avec ces écueils, effectivement, que tu mentionnes très logiquement. Mais si on passe sur le changement d'échelle, Alicia, par exemple, vous êtes en train d'expérimenter. Est-ce que dès le début, vous avez le projet d'utiliser cette méthode et ce processus, peut-être plus que le projet, sur d'autres territoires?
en Espagne ou ailleurs? Et si oui, on va passer tout de suite à la question suivante. Et si oui, comment est-ce que vous faites? Parce qu'effectivement, Nadine l'a dit, il ne s'agit pas c'est pas les résultats, c'est un objectif. On lutte contre la pauvreté énergétique. OK, ici, on a trouvé une solution. Voilà. L'objectif, c'est de lutter contre la pauvreté énergétique ou le décrochage scolaire ou le chômage. Donc, c'est comment ils font et comment est-ce qu'on peut réussir chez nous, dans un autre contexte, avec une autre culture, une autre législation, une autre histoire, d'autres partenaires, etc., comment est-ce qu'on peut s'inspirer, utiliser et adapter ce processus pour arriver au même, pour atteindre le même objectif? Je préfère objectif que résultat. Dis-nous tout. I'm listening English, French, and I mix my language. Poco de mezcla. In my mind, exactamente. Yes, well, we transfer our focus on the scalability of this project is on the process, on the methodology, which is the process, which is the real thing you can scale up because the contexts are different and so on. So, but the process and the way you are making it, the methodology can be totally transferable, and the results and the results at the end, we are speaking about indicators and results and so on, and impact. This will differ from the different context. So the thing we truly believe that can be real scalable is the method and the process, and reflecting about the things that Nadine tell us about the evaluation and so on. Should be, I totally agree with you. It should be flexible, and because the real world is changing every day, and the indicators should be focused more on the process, perhaps in order to facilitate this transferability and scalability, and the process should have their own indicators on we are doing this okay, and this in the good way, despite of the time you need it to get these results, or to get this process happen in a proper way, in a good way to have a good result. And the scalability is different. I want to say that scalability is different when speaking internally in your own organization. You are like taking into consideration different things, and financially speaking and so on. But you consider different things from the scalability to other organizations when you want to open widely your intervention to other organizations, and you are very generous and you are open to share it and to dedicate time to transfer the method and methodology. This is a very it's more difficult, I think, and it's a different thing. And but if you want to get a transformation, a real system transformation, there is not only one solution for this transformation. There is a lot, a big mix of a lot, but they should converge somehow in some moment, in any moment of the process, and that's why we are here to encourage collaboration among organizations as well, just for this scalability for other organizations, because should all the people involved in these social challenges should communicate and work with others, and at least listen others, and find synergies and save efforts at the end. Save efforts. Merci Alicia. Nadine, là c'est plus peut-être au côté à ta dimension académique. Pourquoi, puisque je pense qu'il y a quand même un écho assez massif aujourd'hui, moi je l'entends aussi dans nos réseaux, et donc pas du tout uniquement du côté français, sur le fait de dire qu'on n'évalue pas avec les bons indicateurs, enfin compte des espèces de trucs énormes qui servent à rien, qui prennent du temps, qui
bouffe du temps et du budget sur les projets, etc. Et tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, ce serait plus intelligent. C'est quoi les ingrédients clés d'un projet, en fait, si on veut effectivement atteindre les mêmes objectifs, s'attaquer aux mêmes défis et l'utiliser ailleurs. Et si c'est le processus, la démarche, etc., pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore switché de modèle et pourquoi est-ce qu'on n'évalue pas ça? C'est trop compliqué? Je ne sais pas bien répondre à cette question-là. Je sais Elle qu'on a n'était des pas claire. je sais qu'on a des habitudes, en fait, et qu'on reproduit ce qu'on sait faire. Ouais. Et que je crois que Alicia disait clairement que l'enjeu, c'est d'évaluer les processus. Mais évaluer les processus, c'est évaluer chemin faisant, donc en dynamique. C'est évaluer quelque chose d'instable. Et on a encore dans nos manières de penser des éléments qui renvoient à la stabilité, qui renvoient à des choses qu'on peut objectiver de façon réaliste, sur lequel il n'y a pas de dimension autre qu'objectivable directement. Et du coup, ben oui, objectiver le nombre d'emplois créés, c'est finalement assez facile. 3 mois après ou 6 mois après, pas trop longtemps après parce qu'ils ne sont pas toujours durables, mais du coup, c'est des choses qui sont assez simples à observer, mais qui nous disent rien sur le fond des transformations. Donc après, je pense que ça renvoie du coup à un changement de regard qui suppose à la fois de la modestie et de la non-reproductibilité à l'identique. Donc c'est sortir de ce schéma uniforme qu'on pourrait plaquer partout pour entrer dans un schéma adaptatif et qui est donc forcément plus difficile à mettre en œuvre, moins facilement comparable, moins facilement reproductible, etc. Mais ça renvoie à une dimension de gestion de l'incertitude, d'outils de gestion de l'incertitude ou de prise en compte de l'incertitude qu'on a encore du mal à mettre en œuvre et qui viennent heurter les représentations auxquelles on est habitué. Et effectivement, on est plus enclin à évaluer des résultats qu'à évaluer un processus qui, par lui-même, est instable et se transforme au fil de l'eau. Donc, il y a des méthodologies, il y a des techniques, il y a des exemples qui sont mis en œuvre dans d'autres dynamiques, mais ça renvoie pas aussi, forcément là qu'est le problème, ouais. ça renvoie aussi à des changements de représentation Ouais. et à des changements de référence sur à la fois ce qui est matériel et ce qui est immatériel, et à des éléments auxquels nous devrions devenir sensibles, qui est quand même la raréfaction des ressources dont on dispose et la nécessité de penser cette raréfaction des ressources et la manière dont on l'use et dont on réfléchit à nos usages. Donc je crois que ça, c'est un élément important, tant du point de vue des ressources matérielles que des ressources immatérielles. Mais on reste très marqué par une culture de la mesure qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale, à une époque où il fallait produire beaucoup après une guerre, après des démolitions. Donc c'est ce que j'appelle une culture industrialiste ou industrialisante, qui est marquée par l'indicateur de quantité et par un indicateur de bien-être qui se limite à de la croissance économique. Et on voit bien qu'on est un peu pris par l'idée par ces indicateurs qui finalement perdurent dans le temps et ne permettent pas de rentrer plus finement dans des détails qui renverraient à d'autres préoccupations. Le mieux-être au travail, la justice sociale, voilà. Là, tout à fait. C'est un bon point de clôture. Effectivement, l'incertitude et l'insécurité, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre culture et qui fait sans doute partie aussi des obstacles
qu'on entend régulièrement évoquer quand on parle d'innovation sociale, parce que par définition, il n'y a pas plus imprévisible, je vais dire imprédictible, mais je crois que c'est un néologisme. Et sur ce, comme je regarde l'heure, par rapport à ces questions justement d'indicateurs inadaptés, de façon de mesurer, de cette culture de la mesure et cette nécessité ou pas de changement d'échelle, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on reproduit pour que plus de gens bénéficient de solutions innovantes qui sont positives. Est-ce que vous avez dans le public ou au sein du conseil d'administration d'orientation, dans un premier temps, des questions pour Nadine et Alicia, ou de nouveau juste des commentaires, nous faire part de votre expérience de là où vous êtes? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais peut-être que ça va venir. Je vois Delphine Valade qui est donc enseignante chercheuse à l'université de Paul Valéry à Montpellier. Je ne sais pas si elle souhaite poser une question. Oui, voilà. Alors, vas-y. Oui, bonjour Delphine. Bonjour tout le monde, ravie de vous voir. Effectivement, je trouve ce débat extrêmement intéressant sur la mesure, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qui fait valeur. Il y a les remandaires que Philippe Rajosepha a cités, le PTCE, qui se pose la question de la valeur territoriale aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des mesures aujourd'hui de cette valeur territoriale? Peut-être des gens qui ont essayé de mesurer un peu ces contributions alternatives, on pourrait dire, au PIB, à l'emploi. Est-ce qu'il y a des pistes un peu de ce côté-là que vous connaissez? Moi, je renvoie simplement aux travaux de Florence Janicatrice en France sur l'évaluation, qui depuis peut-être maintenant 20 ou 25 ans a produit à la fois des choses, alors peut-être un peu moins d'indicateurs territoriaux, mais a produit toute une série de réflexions autour des questions d'indicateurs sociaux, de mesures, de diktat de la mesure, etc. Il y a un rapport qui a été publié à l'INGEP avec une ancienne doctorante de Florence et puis Francesca Petrella et Giorgia Trachani autour des questions aussi d'évaluation, notamment dans le secteur associatif. Et puis, il y a des choses qui se font effectivement autour des PTCE et autour de la responsabilité territoriale des entreprises, alors que ce soit PTCE avec les travaux de Laurent Fraisse ou autour de la RTE, de la responsabilité territoriale des entreprises, avec des travaux qui sont menés par Marilyn Filippi, Timothée Duverger, autour de la région bordelaise. Donc, il y a des tentatives d'essayer de porter des éléments de mesure différentes, mais il y a tous les travaux qui ont été menés plus généralement sur les alternatives, des mesures alternatives de la richesse, des travaux portés par Stiglitz à l'échelle américaine, donc des travaux qui ont été menés en Inde, des indicateurs de bonheur, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui existent, mais qui ne deviennent pas dominants. Et en tous les cas, qui restent marginaux dans les usages par les acteurs publics. Amartya Sen a développé des indicateurs de mesure aussi pour prendre en compte plus largement des indicateurs sociaux. Mais en fait, on est souvent dans des indicateurs qui sont toujours pareil, complexes. C'est-à-dire, on va mettre ensemble, on va alors non pas directement agréger, mais associer des indicateurs qui peuvent à certains moments être contradictoires les uns des autres. Et du coup, qui ne nous donne pas une mesure unique, une appréciation unique et rapide d'un fait ou d'un projet mis en œuvre. Donc, il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas appropriées. Donc, après, on peut se poser la question sur comment on rend ces dispositifs appropriables et comment ils deviennent
inspirant dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Et on voit sur quelques projets des acteurs qui mettent en place leur propre système d'évaluation en introduisant à côté de l'évaluation demandée par le financeur, une évaluation complémentaire qui va permettre d'identifier tel ou tel aspect dont il pense qu'il est indispensable de le visualiser, de le faire apparaître. Mais oui, Delphine, tu as raison, il y a plein de choses qui existent, mais qui ne sont pas effectivement appropriées. La question de l'appropriation de la même manière que l'appropriation de l'innovation sociale est quelque chose de complexe, des coopérations. Ces réflexions sur la mesure depuis 20 ans n'ont pas fait l'objet d'une appropriation ou d'une diffusion suffisamment importante. Et peut-être ce que disait Alicia tout à l'heure quand elle parlait aussi de la différence de perspective et d'attente entre les financeurs et les organisations qui participent à un projet socialement innovant, c'est aussi un des obstacles parce qu'il faut des ressources en temps, en argent, en hommes, en compétences, etc. Et cette appropriation de ces indicateurs et de cette façon de mesurer une valeur sociale, une valeur territoriale créée, elle les intéresse pas nécessairement parce que ils n'ont pas les mêmes agendas, pas le même timing, il y a des élections, c'est aussi tout le courant du financement impact qui crée aussi une certaine tendance à vouloir avoir une sorte de retour sur investissement. Oui, puis je crois que la valeur est toujours relative de toute façon. Elle est socialement et territorialement posée. Et donc, en fait, c'est une convention sur laquelle, comme l'évaluation est une convention, sur laquelle on doit débattre et sur laquelle il doit y avoir des évolutions dans le temps. Mais c'est la même chose que débattre des pratiques sur le terrain, se mettre d'accord pour coopérer. Ça prend du temps, ça suppose de savoir s'écouter, etc. Il y a Amina Becher, qui est professeure à l'université Gustave Eiffel, qui a demandé la parole, ainsi que Pierre Oriot. Je rappelle juste que il y a un fil de discussion qui est lié aux questions-réponses dans lequel j'ai mis des liens. Enfin, j'ai essayé au fur et à mesure qui étaient cités des éléments dans le débat. J'espère que c'est accessible à tout le monde. Amina, peut-être, oui. je vous donne la parole, vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour, Amina Beji-Becher, je suis à l'université Gustave Eiffel au laboratoire IRG, Institut de recherche en gestion. Je veux déjà vous remercier pour tout ce que j'ai pu écouter depuis le début. Moi, je voulais juste partager en fait une petite par rapport à cette question de l'évaluation. Deux cas d'études qui me semblent intéressants. Un premier cas qu'on a pu suivre, nous, dans un programme de recherche qui est la Fabrique du 77. Et sur ce territoire donc, de la Seine-et-Marne, en région parisienne, il y a effectivement une injonction de mesurer l'impact de ces tiers-lieux. Donc, c'est un ensemble de tiers-lieux qui sont regroupés avec un label Fabrique de territoire. Et ce qui a été remarqué par les collègues qui ont travaillé là-dessus, c'était, moi, je n'ai pas travaillé sur ce sujet, mais voilà, on est dans un programme commun. Donc, mes collègues Salomon Bernier-Kedache et Inès Bouden ont identifié le fait que cette injonction, finalement, elle a été réappropriée par les acteurs. Il y a eu effectivement beaucoup de discussions, ce que tu disais, Nadine, sur le fait que quand ce type d'injonction arrive, ça peut être aussi l'occasion de se poser des questions sur les objectifs que l'on avait mis derrière le projet que l'on a monté. Ça les a amenés à re-questionner en fait leurs objectifs et à retravailler leur stratégie collective. Ça a recréé de la coopération. En fait, ça a produit autre chose finalement que la mesure d'impact. Et c'est cette réappropriation qui est, il me semble aussi très intéressante, dont il faudrait rendre compte, parce qu'en fait, finalement, l'État n'était pas très clair sur sa demande. Et donc, le fait qu'il se soit réapproprié, ça leur a permis aussi de dire ce qu'ils voulaient dire. Voilà, ça, c'était un premier cas. Et un second cas qui est les centres sociaux. Voilà, parce que moi, j'ai été je participe à la vie d'un centre social dans mon quartier et je suis administratrice bénévole.
Et donc, il y a eu une injonction qui a été faite aux centres sociaux en 2010, dans les années 2017, je crois, de mesurer l'utilité sociale. Alors, c'est une forme d'évaluation d'impact, mine de rien, de dire comme si ça n'était pas évident qu'un centre social sur un territoire avait un impact. Mais bon, ça n'est pas grave, il fallait mesurer ça, cette utilité sociale. Et donc, ce qu'a fait la Fédération des centres sociaux, parce qu'ils sont... Alors, peut-être que tout le monde connaît cette histoire, mais moi, ça m'a vraiment intéressée parce qu'il y a eu tout un travail collectif par la Fédération pour construire les indicateurs de l'utilité sociale, mais de la même manière, en retravaillant, c'est quoi notre projet collectif? Comment est-ce qu'on pense notre métier? Ça fait des années qu'on fait ce métier existe depuis bien longtemps, les travailleurs sociaux, etc. Voilà, comment on fait pour rendre compte, et dans le terme vraiment rendre compte de ce que l'on fait sur les territoires. Et c'est cette appropriation de se rendre compte qui a été mise en place avec, ils sont allés, vraiment, ça a été une discussion qui a été faite dans plusieurs centres sociaux, et le fait, donc c'est revenu du terrain et les indicateurs sont remontés du terrain avec une discussion collective et politique. Et il y a eu un portage politique qui était de dire une forme de plaidoyer pour dire voilà ce qu'est notre utilité sociale. Voilà, on vous la qualifie par un certain nombre d'éléments et ils ont construit leur outil. Donc cet outil, il est accessible, il a été mis en place et voilà. C'était un témoignage pour dire par rapport à ce que vous évoquiez effectivement de la difficulté finalement de prendre une mesure qui soit la bonne. Peut-être que l'outil devient politique en fait. Et c'est peut-être ça le sujet finalement. Voilà. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Riche témoignage et intéressant. Les outils, en fait, tout dépend de la personne, des personnes et des organisations qui vont les utiliser et comment. Et on peut en faire effectivement une opportunité de coopération, d'échange et de réflexion. Je crois que c'était Pierre Oriot qui était la deuxième personne qui voulait intervenir. Pierre? Tout à fait. Oui. Pierre, et si tu peux te présenter moi, aussi. oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le directeur de l'Union régionale des scopes ESIC Occitanie Méditerranée. Et donc, j'ai une question pour Nadine sur le changement d'échelle, qui est en tout cas une réflexion qu'on a, nous, sur le dispositif AlterIncube et aussi qui a donné lieu à AlterVenture, c'est-à-dire comment accompagner les entreprises dans leur changement d'échelle. Et évidemment, on rêve tous qu'il y ait une expérimentation issue d'Occitanie et qui puisse après avoir une envergure nationale et internationale. En fait, la question que j'ai, c'est quels sont d'après vous les principaux facteurs, on va dire 2 ou 3 facteurs qui sont déterminants dans le changement d'échelle. Alors, moi, j'ai essayé de répondre à cette question. Il y en a un premier qui me vient intuitivement, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'ADI, qui est pour moi en fait un exemple de changement d'échelle réussi, donc le microcrédit. Et j'explique en fait ce changement d'échelle, notamment, enfin, une des raisons principales, c'est le charisme et la puissance en fait des personnes, c'est-à-dire Mohamed Younous pour le Bangladesh et puis Maria Novak en tout cas pour la France, et qui ont permis en fait ce décollage. Et quand je prends par exemple le chèque déjeuner, qui est aussi une innovation sociale qui a pu se répandre à travers le monde, il y a aussi voilà le charismatique d'un Jacques Landriot sur la SCOP. Et donc c'est ce facteur-là, en tout cas, par qui s'est portée cette volonté à une moindre échelle. J'ai vu qu'il y avait Pierre Minaudier aussi qui est là, qui est un entrepreneur de grande qualité, qui essaye aussi de changement d'échelle. Et voilà, c'est quand même lié beaucoup. Alors ça, c'est un plus intuitif et puis empirique en fait à la personne. Mais j'aurais voulu avoir un peu le sentiment de Nadine, en tout cas à travers vos recherches sur ces principaux facteurs. Et est-ce que le facteur humain, effectivement, est primordial dans cette question et le charisme notamment des personnes qui le portent. Merci. Merci de la question. Je crois que la légitimité, à un moment donné, du porteur de projet joue un rôle important. Calon et Latour, qui ont pas mal travaillé sur les innovations,
disent en fait, il n'y a pas, je crois Michel Calon disait, il n'y a pas un bon projet, il y a un projet qui est bien porté. Et dans leurs analyses sur changer dans un monde incertain, ils mettent en évidence que finalement, la question, c'est la capacité de faire qu'un projet soit soutenu. Donc à la fois d'associer plus largement des personnes autour du projet, mais au-delà de ça, de maintenir un élargissement du réseau qui vient soutenir, donc la mise en réseau en fait, et qui est une condition indispensable au changement d'échelle, mais qui renvoie quelque part à la légitimité, éventuellement au charisme personnel ou d'un groupe. Donc je pense que c'est ce que vous mettez en évidence est particulièrement important, même si il faut faire attention parce qu'il y a des légitimités qui disparaissent. Je pense à la Fondation Abbé Pierre. Je pense qu'à un moment donné, on a un exemple type de fragilisation par des éléments de remise en question de la légitimité de la personne, et qu'on est dans un monde où la légitimité est souvent finalement fragile, qu'elle n'est pas toujours durablement acquise. Donc c'est à la fois un facteur moteur, mais ça peut se retourner aussi rapidement. Et je pense qu'un des enjeux, c'est aussi de construire des légitimités collectives, c'est-à-dire des légitimités partagées. Et pour moi, dans l'univers coopératif, c'est quelque chose d'important. Dans la manière de piloter des organisations, c'est aussi quelque chose d'important. Et je pense qu'il va falloir apprendre ces coportages au-delà de portages uniques. Il me semble que le deuxième élément, c'est être la bonne personne au bon moment. Et parfois, il y a des innovations qui arrivent trop tôt ou trop tard, mais pas au bon moment. Et on a un certain nombre de cas, quand on travaille sur les innovations, de choses qui n'ont pas émergé, qui n'ont pas trouvé les moyens de se développer. Et je pense qu'il y a une dimension politique à être là au bon moment, à être dans la capacité finalement, où on va pouvoir mobiliser largement autour de soi. Donc, il y a à la fois la personnalité pour mobiliser et élargir le soutien, mais il y a aussi être dans l'air du temps pour porter quelque chose. Et il y a des choses qui ne démarrent pas à un moment donné et qu'on va réinventer 20 ans, 30 ans plus tard, qui vont prendre sens 20 ou 30 ans plus tard, avec des aménagements à la marge et qui vont peut-être se développer plus facilement. Voilà pour moi les deux points, mais je pense que soit Amina, soit Delphine auraient peut-être des choses à dire en plus, et peut-être que dans les observations que peut avoir Armelle ou Alicia aussi sur leur terrain, il y a peut-être des éléments complémentaires à mettre en évidence. Alors, il y en aurait. Mais comme je suis aujourd'hui la personne qui s'occupe du timing, je suggère qu'on réfléchisse à organiser une autre forme de rencontre, quelle qu'elle soit, pour parler de ces dimensions de changement d'échelle qui nous intéressent tous. Et effectivement, moi, dans les expériences et les témoignages, Alicia, tu participes souvent à nos réunions et à nos événements, Alexis aussi, dans la salle. On a des cas, on a des expériences et des témoignages. Donc, ça converge effectivement, beaucoup plus effectivement que le leader individuel, une légitimité collective, des gens qui sont convaincus. Il va falloir convaincre. Il va falloir que les gens en face, on ne peut pas arriver avec une solution clé en main et leur dire ça marche, vas-y, on n'est pas en mode VRP. Et donc, il y a tout un échange, un dialogue, on y revient. Et il va falloir que des deux côtés, ce sont vraiment des gens qui sont hyper engagés, hyper convaincus, hyper motivés. Donc, c'est aussi la bonne rencontre, la bonne personne au bon moment et la bonne rencontre en face. Donc, s'il n'y a pas de questions, merci Pierre pour la question. Merci, je suis désolée d'être obligée d'abréger cet échange qui promettait d'être, comme tout le reste, fort intéressant.